Voici le dossier du 20h BFM. Ils ont enquêté pendant 4 mois, partout en France. Ils ont entendu des dizaines, des centaines même de témoins et font ce soir 50 recommandations pour mieux protéger les enfants des violences des adultes à l'école. Dans la foulée évidemment du scandale Betaram, le scandale Betaram et tous les autres, on va en parler. Bonsoir Violette Spilbou, merci d'être là. Députée Renaissance du Nord, et bonsoir Paul Vannier, merci d'être là également. Député La France Insoumise du Val d'Oise, co-rapporteur de la commission d'enquête. Alors je me lance, la commission d'enquête de l'Assemblée sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Paul Vannier, vous dites que vous avez découvert un système sadique. C'est comme ça que vous résumez les choses ? En tout cas, c'est comme ça qu'on peut décrire des situations dans trop d'établissements. Il y a aujourd'hui 80 collectifs de victimes qui se sont constitués en 4 mois. Ils portent sur 270 établissements à travers le pays, des établissements de tout statut, publics, privés, mais en particulier des établissements privés sous contrat, dans lesquels parfois, pendant des décennies, des groupes de criminels, des groupes de pédocriminels, d'agresseurs, ont pu ravager des vies entières parce que protégés par un silence, par une omerta, protégés aussi par une défaillance majeure de l'État qui a trop longtemps renoncé à ses prérogatives en matière notamment de contrôle de ces établissements, jusqu'à exposer donc des enfants à des violences insupportables. On va revenir sur tout ça, mais pourquoi Violette Spilbou ? Parce qu'on a voulu, comment dire ça, mater des générations d'enfants ? Beaucoup de raisons. D'abord, effectivement, des parents qui ont souhaité mettre leurs enfants dans des établissements, pour certains stricts, pour d'autres durs, pour d'autres de redressement par rapport à un comportement. Ils voulaient que leurs enfants filent droit, c'est ça que ces parents disaient. Et puis derrière, des châtiments corporels qui étaient légitimés par la méthode éducative dans ces établissements souvent reculés, avec des internats loin des familles. Il y avait des châtiments corporels extrêmement violents, des violences sexuelles et même parfois des travaux forcés. On l'a vu aussi à Riaumont, dans le Nord, au village de Riaumont, à Liévin. Et donc, le sujet des parents, le sujet aussi de la réputation des établissements, parce que ces parents, ils étaient aussi souvent très impliqués dans l'association des parents d'élèves, notamment pour les établissements privés catholiques sous contrat. Et il était important, même quand l'enfant revenait en se plaignant, de le remettre là, en se disant qu'il avait bien mérité la punition et en se disant que la réputation de l'établissement serait préservée. Mais pardon, on a beaucoup parlé de Betaram, on a beaucoup parlé aussi des autres scandales, surtout de Betaram, mais où on a beaucoup parlé des châtiments qui étaient infligés, des profs, des surveillants. Vous remettez tout de suite le focus sur les parents ? Non, vous me posez la question de l'omerta. Il y a les parents, il y a la réputation de l'établissement, il y a aussi l'ensemble des institutions autour de ces établissements où parfois ça arrangeait tout le monde de placer les enfants. Je pense au village de Riaumont où c'était des enfants placés par la justice qui avaient été retirés de la famille, soit parce qu'ils étaient victimes de violences intrafamiliales, soit parce qu'ils étaient délinquants, et on les mettait là et quelque part la société refermait le couvercle sur ces enfants qui étaient victimes de torture et qui la nuit faisaient des travaux forcés pour construire le bâtiment de Riaumont lui-même. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, Paul Vannier ? Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté comme témoignage et qui, d'une certaine manière, vous a sauté au visage pendant ces auditions-là ? On n'a pas entendu les enfants, parce qu'eux parlaient, eux dénonçaient les crimes dont ils étaient l'objet, à leurs parents, à leurs enseignants, à des éducateurs. On n'a pas entendu des lanceurs d'alerte, des lanceuses d'alerte d'ailleurs, des femmes quasiment à chaque fois. Pire que ne pas les entendre, ces femmes ont été réprimées, ont été menacées, ont été déplacées de force. Je pense à Françoise Gulung, par exemple, la lanceuse d'alerte de Betaram. Et c'est les adultes, au fond, qui n'ont pas voulu entendre, parce que peut-être qu'on considérait que certaines violences étaient à l'époque éducatives, peut-être qu'on continue parfois à penser qu'il y a des violences éducatives, il n'y en a pas, et parce qu'il y a une culture de l'accueil, du recueil de la parole de l'enfant, une culture du signalement qui fait aujourd'hui défaut. Et il faut, c'est un des axes de nos recommandations. Exactement, de la construire, de la propager à tous les étages, au fond, du système éducatif français. On va en parler, mais encore une fois, ces témoignages que vous avez entendus, Violette Spilbou, est-ce qu'il y en a un ce soir qui, pardon, mais qui vous hante ? Il y en a beaucoup, parce qu'il y a ceux qu'on a entendus pendant les auditions. On a commencé par entendre le collectif de victimes. Au début, il y en avait 8 collectifs dans 8 établissements. Aujourd'hui, il y en a 80. Mais on a aussi des témoignages qui ont afflué sur nos boîtes mail, des personnes qui trouvaient le courage,
parce qu'ils nous avaient entendus, parce que la commission d'enquête montrait la force de son action, trouvé le courage de libérer la parole et de parler de faits parfois extrêmement anciens. J'ai bien sûr le souvenir de ce supplice du Perron qui est décrit à Bétarame, mais dans beaucoup d'autres établissements. Ces enfants dénudés dans le froid, dans une cour d'école la nuit, que l'on laisse aller jusqu'à l'hypothermie. C'est ce qui s'est passé à Bétarame et à d'autres endroits. Mais aussi le témoignage extrêmement marquant de victimes de Riaumont qui disent, quand ils sont revenus avec nous, quand nous avons fait notre visite sur place dans le village de Riaumont, qui disent « Je reviens pour la première fois ici, j'avais 9 ans, quand ils m'ont infligé ce qu'ils m'ont infligé, et j'ai l'impression depuis que j'ai 9 ans que je suis mort. » Quand on vous dit une phrase comme ça et que l'homme a 40 ans devant vous, je peux vous assurer que l'on sait pourquoi on fait ce travail. Est-ce que ça existe encore? Oui, Paul Vannier. ce ne sont pas des violences qui renvoient à un passé révolu. Elles sont toujours là, l'éducation nationale, avec des outils qui sont imparfaits et qui sans doute conduisent à des sous-estimations, mais mesure chaque année dans les établissements publics et uniquement eux, 1200 à 1500 faits de violences d'adultes ayant autorité sur des élèves. Et puis nous avons travaillé, par exemple, je pense au lycée Bayen de Châlons-en-Champagne, où nous sommes allés avec un enseignant qui, pendant des années, jusqu'à très récemment, avait violé, agressé sexuellement des élèves. Et donc... l'urgence de nos travaux, c'est l'urgence de notre présent. Et c'est la volonté que nous partageons, que les 50 recommandations que nous faisons soient le plus rapidement possible mises en œuvre. Beaucoup peuvent l'être tout de suite, là, dans les jours qui viennent, par des décisions du gouvernement. Et au-delà de ces premières décisions, nous allons travailler ensemble, à l'automne, à la rédaction d'une proposition de loi, en souhaitant qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour et que, par la loi aussi, nous révolutionnions en vérité un système de contrôle, de prévention pour lutter contre ces violences. Les recommandations dans une seconde, mais je fais une petite parenthèse, c'est une toute petite partie du rapport final d'ailleurs. Ça concerne la responsabilité de François Bayrou et je sais que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, sur ce point-là. Vous dites, Paul Vannier, que le Premier ministre a menti. Vous dites ce soir qu'il faut aller en justice, qu'il faut porter ce pan-là de l'affaire contre le Premier ministre en justice? Alors, il y a 2 mensonges pour moi. Il y a le mensonge du 11 février 2025, lorsque pour la première fois je l'interroge à l'Assemblée nationale sur cette affaire et qu'il dit devant tous les députés, devant tous les Français, jamais je n'ai été informé de quoi que ce soit de violence, a fortiori de violence sexuelle, jamais. Je rappelle qu'il était ministre de l'Éducation en 96 au moment des premières affaires. Exactement, et nous le savons maintenant, il est informé des violences physiques dès 95, sexuelles dès 98, et François Bayrou l'a reconnu sous serment le 14 mai dernier devant nous, et donc il y a là la certitude qu'il a, dans un premier temps, menti aux députés. Et puis il y a une autre question, un autre sujet, c'est celle d'un parjure, cette fois sous serment, car on peut mentir dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il peut y avoir des conséquences politiques, mais pas de conséquences juridiques. En revanche, devant une commission d'enquête parlementaire sous serment, si l'on ment, on peut s'exposer à des poursuites. Et je considère qu'il a menti sur un autre sujet, mais qui me paraît un sujet important. Le 11 février, François Bayrou a annoncé qu'il allait porter plainte en diffamation contre le journal Mediapart. Le 14 mai, je lui demande pourquoi envisageait-il de le faire. Et il vise un article qui a été publié le 12 mars 2025. Donc François Bayrou, le 11 février, ne peut pas envisager de porter plainte pour un article qui n'a été ni écrit ni publié. C'est donc, d'après moi, qu'il a menti sous serment. Et ce sujet ne me paraît pas être un sujet annexe, car faisant ce mensonge, François Bayrou nous rappelle que jusqu'à très récemment, il a cherché à entretenir l'omerta sur cette affaire. Yael Braun-Pivet dit ce soir, président de l'Assemblée, c'est sans objet. Il ne peut pas y avoir de poursuite. Qu'est-ce que vous dites, Violette Spilbou, là-dessus? Moi, j'ai longtemps échangé avec Paul Vannier sur ce sujet parce qu'il a souhaité que la présidente de notre commission fasse cette démarche pour parjure sur 3 personnes que nous avons auditionnées. Moi, j'ai considéré que l'ensemble des éléments dans le courrier de Paul Vannier ne légitimaient pas que nous fassions cette démarche d'aller vers la justice. Aussi parce que je crois que la priorité pour notre commission d'enquête, c'est de faire en sorte d'amener la reconnaissance pour les victimes et toutes les victimes passées partout en France. Nous avons enquêté sur Bétarame, sur le village de Riaumont qui est hors contrat et sur le lycée Bayen à Châlons-en-Champagne. Mais les 80 autres établissements, nous n'avons pas pu pousser les investigations. Nous avons récupéré des documents, nous avons publié des annexes et donc les responsabilités individuelles pourraient être recherchées à chaque fois. Je crois que ce que nous avons travaillé là et qui est de grande qualité, c'est des recommandations qui s'inspirent de ces études de cas et qui vont permettre que plus jamais ce type de violence n'ait lieu. Je prends 2 de vos recommandations. Plus de contrôle. On est sidéré quand on lit votre rapport. Il n'y avait en réalité quasiment jamais de contrôle. Surtout dans les établissements privés catholiques, quasiment jamais de contrôle. Il y en a eu 12 entre 2017 et 2023 sur 7500 établissements. Autant dire, en effet,
qu'il n'y en avait jamais. Quasiment jamais, alors qu'ils sont prévus par le Code de l'éducation, alors qu'il y a des inspecteurs qui sont là pour assumer cette mission. Et cette absence de contrôle, elle pointe des responsabilités politiques. Car je veux le dire, dans la loi, tout est là, il y a des corps d'inspection qui sont disponibles, mais ces corps d'inspection n'avaient pas la consigne de leur tutelle, et notamment de ministres de l'Éducation nationale successifs, qui pendant trop d'années, paralysés par la peur de l'accusation consistant à pointer une accusation, vous voulez rouvrir la guerre scolaire, ont renoncé à cette mission, donc on laissé de côté, donc il y a eu un tabou, on n'est pas allé voir, et la conséquence, elle est dévastatrice. Parce que cette absence de contrôle a exposé pendant des décennies parfois des enfants, des adolescents aux agissements des pires criminels et à la possibilité pour eux de perpétuer leur violence pendant trop longtemps. Donc plus de contrôle et autres recommandations. Par recommandation, vous ouvrez un débat sur la prescription autour des faits précisément qui touchent les enfants. Vous dites qu'il faut peut-être revoir la prescription, avoir des crimes qui soient imprescriptibles dans ces cas-là. On a une recommandation où nous souhaitons que l'Assemblée nationale, en format transpartisan, crée une mission sur ce sujet. Pourquoi une mission ? Parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui fait la balance entre le désir profond et légitime des victimes de pouvoir porter plainte, quel que soit le délai dans lequel ils trouvent le courage, la force de le faire, et puis le risque de surenchère pénale qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tous les délits commis sur des mineurs. Et donc, c'est un travail que nous devons avoir avec l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale. Des ministres ont travaillé dessus, Aurore Berger, des parlementaires, Virginie Duby-Muller, DLR, Xavier Iacovelli, qui est sénateur du Bloc central, et bien d'autres. Et il y a une évolution de la France insoumise sur ce sujet dans les échanges que nous avons travaillé avec les victimes, avec Paul Vannier. Donc, il y a une voie qui s'ouvre et il faut que ce soit à l'Assemblée nationale pour que, dans le temps le plus court possible, nous trouvions une écriture qui permette d'entendre cette souffrance qui est encore très présente aujourd'hui, même quand les faits datent d'il y a 40 ou 50 ans. Christophe, Elsa, d'un mot en réaction ? Un peu moins de 300 établissements sur 60 000. Ça veut dire que même sans contrôle, on peut espérer que l'essentiel des équipes éducatives, des dirigeants d'école ont protégé quand même leurs enfants. Plus de contrôle, parce que les contrôles, ça protège les établissements, justement, contre ceux qui veulent mal agir. Ça les protège venant de l'extérieur, venant de l'administration. Je pense que la proposition de loi à des fins préventives est extrêmement nécessaire, urgente, et j'espère qu'il y aura de la place dans le calendrier parlementaire. La dimension plus politique contre François Bayrou, l'opinion le juge sévèrement, on l'a trouvé un peu cafouilleux dans toute cette affaire. Mais il a gagné contre vous, Paul Vannier, dans la commission. La joute politique, par opiniâtreté, il s'en est sorti. Vous rêviez d'une censure Bayrou sur l'affaire Betterabe. Sandrine Rousseau aussi, elle nous l'avait dit ici. Et là, cette bataille, vous l'avez perdue. Juste vous dire, monsieur Barbier, c'est pas une joute pour moi. Moi, j'ai assumé une prérogative très importante, celle d'être rapporteur d'une commission d'enquête. Et l'être, c'est d'avoir une exigence, aller au bout des questions. Poser toutes les questions avec toute la rigueur et sur la base de faits, d'éléments. C'est ce que j'ai fait. Ça a duré 5 heures, il a répondu. Il a contourné, il a nié, je crois qu'il a menti, mais c'est un autre débat peut-être. Mais je veux le dire, c'est en responsabilité que nous avons conduit cette audition, en vérité comme toutes les autres. Merci à tous les